Bonjour à tous, nous sommes là à nouveau pour analyser l'actualité nationale et elle est bien fournie au plan politique avec le parti FCBE, parti officiellement de l'opposition et qu'il a d'ailleurs crié et revendiqué au point même de s'énerver quelquefois, qui a donc officiellement signé des accords politiques avec les partis de la mouvance. Ça bouge bien, je vous l'ai dit, si bien qu'au niveau de la mouvance aussi, eh bien, on connaît désormais celle qui fera office de colistière. Pendant ce temps, l'opposition a quelques comptes à régler, en tout cas avec le pouvoir en place avant la désignation de son candidat. Le Parti Les Démocrates revient au devant de la scène avec les dénonciations au sujet donc, du processus d'obtention du quitus fiscal. Nous allons passer tout cela en revue. Bienvenue à tous. Anissé Carlos Soké, bonjour. On va commencer déjà par le parti Fascori pour un Bénin émergent qui fait coalition avec la mouvance. Le parti de l'ancien président, Boni Yahi, qui va faire donc équipe avec la mouvance. Ça devrait venir. Ah, je ne sais pas pourquoi vous pensez que ça devrait venir, mais... Parce qu'on a toujours fait le reproche à ce parti-là de ne pas dire clairement, assez clairement, en tout cas, sa position. Mais ils ont fait une déclaration d'appartenance à l'opposition et ils n'ont pas changé. Donc, on considère que, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'ils n'ont pas changé leur déclaration, ils continuent d'être un parti d'opposition, même si on leur reproche en fait de ne pas être d'une opposition plutôt radicale. Et je pense que c'est le fait d'être un peu dans la modération qui vaut... Ils n'ont jamais pris de position sur les grands sujets. C'est justement ça qui fait qu'on se surprend. Ah non, on a entendu FCBE... Ah bon, sur quelle actualité, par exemple? Sur le code électoral, oui. Ils ont fait des propositions concrètes pour l'améliorer. Donc oui, je pense que même si on ne les entend pas dire la même chose rigoureusement que ceux du Parti Les Démocrates, ils font leur opposition à leur façon et le fait de se rallier aujourd'hui avec les deux grands partis de la mouvance présidentielle ne fait pas non plus démissionner FCBE de l'opposition. Il continue d'être un parti d'opposition. On s'était dit que la réforme du système partisan établissait une frontière assez claire et étanche entre les partis de la mouvance et ceux de l'opposition. Ah, je ne sais pas s'il y a une frontière qui a été prévu par les textes. Il me semble que lorsqu'on a fait des textes et qu'on a prévu que en cas de nécessité, des partis peuvent se mettre ensemble pour pour avoir un accord et que la loi ne dit pas qu'il faut formellement être tous de la mouvance présidentielle ou tous de l'opposition pour se mettre ensemble. Il n'y a rien d'illégal qui se fait. On peut, si on veut, trouver à y redire sur l'éthique. Et se dire, bon, mais à partir du moment où vous avez décidé d'être de l'opposition, vous assumez jusqu'au bout. Mais la politique, c'est aussi le réalisme. Et FCBE n'est pas dans une position qui lui permet aujourd'hui de fonctionner en toute autonomie. Donc, il faut être allié soit avec des partis de la mouvance présidentielle, soit avec les partis de l'opposition. Pourquoi ne pas retourner au ministère de l'Intérieur alors pour changer les documents, pour dire officiellement nous sommes de la mouvance parce que nous savons que nous sommes plus ou moins réalistes. Les batailles qui arrivent en face ne sont pas à notre hauteur, en tout cas si nous y allons seuls. Oui, mais même en se mettant avec ceux de l'opposition, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas leur compte. Sinon, logiquement, c'est de ce côté-là qu'on devrait les retrouver. Oui, en principe. Moi, je suis un peu surpris que les démocrates laissent partir comme ça des forces qui, a priori, étaient destinées à agrandir la famille de l'opposition. On a vu partir FCBE, on a vu partir récemment le parti de Tébé, comment ça s'appelle déjà? MPL. MPL. Bon, vous avez du mal à retrouver le nom déjà. Oui, bon, oui. MPL. Donc, ça suppose que, au lieu de garder ceux qui, en théorie, sont de la famille, on les laisse partir. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais ce n'est pas normal, en tout cas, qu'à quelques encablures des élections, que l'opposition laisse partir des partis qui pourraient agrandir la famille. Est-ce qu'on peut faire de reproche au parti LD de laisser partir le FCBE? Quand on connaît un peu l'histoire, comment tout cela s'est passé pour que le FCBE se crée, puis après qu'on ait la démission de l'ancien président, puis après le parcours qu'on a connu pour le FCBE, avec notamment leur participation à la présidentielle de 2021, qui a pu faire valider quand même l'élection, etc. La participation au dialogue de Cotonou, dialogue politique, quand on a eu tout ce parcours-là et que ça a suffisamment fait du mal au Parti des démocrates, est-ce que vous êtes sûr que dans la posture des démocrates, on peut vraiment les accueillir à bras ouverts?
Ah ben, il ne s'agit pas de les accueillir à bras ouverts, il s'agit de faire en sorte qu'ils restent dans l'opposition et avec les démocrates. Et ça se négocie. Comment ça se négocie si quelqu'un... Oui. Ça se négocie. Vous savez, les a priori ne sont pas des éléments d'appréciation des accords qu'on noue lorsqu'il y a des échéances en vue. Ce que chacun a pu faire n'est pas important. C'est ce qu'on peut faire ensemble aujourd'hui qui est important. Donc, pour les démocrates, il est important de garder FCBE. Donc, ils font ce qu'il faut. Comment on garde quelqu'un qui veut partir? Non, mais enfin, moi je pense que c'est par ce que vous offrez à l'autre que l'autre estime qu'il a quelque chose d'important et d'utile à faire avec vous. Si la personne ne se sent pas utile, ne se sent pas concernée par ce que vous faites, ne se sent pas, on va dire, intéressée de la façon dont elle espère être intéressée, mais cette personne s'en va. J'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment discuté avec FCBE au niveau des démocrates et qu'on n'a pas suffisamment donné la place que FCBE aurait bien voulu avoir, parce que FCBE ne demande qu'à gagner. Oui, et mais si, quelle place peut-on accorder aujourd'hui FCBE dans l'opposition actuelle, à votre sens? Mais je ne sais pas ce qu'ils ont à se partager et ce qu'ils ont à se proposer. Et c'est pour ça que je vous dis que moi, je considère tout simplement que c'est une affaire de négociation et que s'il est parti à la mouvance présidentielle, il a bien fallu qu'on lui propose quelque chose qui soit plus important que ce que proposent les autres. Qu'est-ce qu'on a bien pu lui proposer? J'en sais rien du tout. Là, déjà, l'attelage, il est constitué. Je ne sais pas si FCB va avoir des noms de ses militants sur les listes de BR ou de l'UPR. Ah oui, c'est ce que prévoient les accords. En fait, c'est ça, les accords. C'est ça que... Donc, c'est une fusion carrément. Non, non, ce n'est pas une fusion. C'est-à-dire qu'en cas de victoire, il y a un partage de postes. Il y a une répartition dans laquelle FCBE se retrouve. Mais c'est qu'il faut déjà que FCBE puisse avoir les 10% pour être éligible au partage des avantages et des sièges. Donc, si FCBE n'a pas les 10%, ça veut dire qu'en réalité, elle n'apporte pas grand-chose à la mouvance présidentielle. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune raison pour que l'opposition ne les ait pas gardés en usant de toutes les forces de persuasion, en faisant toutes les manœuvres nécessaires pour que Paul Onkpé puisse se sentir à la maison. En fait, c'est de ça qu'il s'agit, parce que FCBE, c'est chez eux les démocrates. C'est leur maison. Les démocrates, c'est FCBE. Ils n'ont jamais cohabité. D'ailleurs, même, je me rappelle ce passage à la délégation LD à la Marina qui a accouché d'une urgence de communiquer au FCBE pour rappeler qu'ils sont effectivement de l'opposition. Je ne sais pas si véritablement ils n'ont jamais habité dans la même maison. Non, enfin, ce sont des parents et ils se connaissent très bien. Donc, s'il y a à un moment ou à un autre des pommes de discorde, ça ne veut pas dire que ad vitam aeternam, ils doivent fonctionner en étant chacun de son côté. Donc, il faut savoir en négociation politique obtenir ce qu'on veut. Et ce qui arrange les démocrates aujourd'hui, c'est que FCBE soit avec eux et qui n'ait pas persuadé FCBE de rester avec eux, n'est pas un échec de FCBE, mais c'est un échec des démocrates. Qu'est-ce que FCBE apporte à la mouvance? J'en sais rien. C'est pourquoi je vous dis, à moins d'avoir 10% pour être éligible, ils privent au moins l'opposition d'un électorat. Et c'est ça, c'est pas négligeable, parce qu'ils ont quand même un certain nombre de maires, donc sur le terrain, ils représentent quelque chose. Et ce quelque chose, si on suppose que les militants suivent le mot d'ordre du parti, ça prive l'opposition de cette proportion de militants qui auraient pu peut-être... On a vu quand même FCBE perdre de plumes progressivement à mesure qu'on avance. Oui, mais il en reste quand même quelques-unes de plumes. Je crois qu'ils sont à 4 maires ou 5 maires, je n'ai plus vraiment les précisions à ce propos. C'est tout de même utile. Et il ne faut pas oublier que c'est quand même autant de parrainage. Et que c'était bien utile pour les démocrates d'avoir ces parrains-là. S'ils ont déjà les 28 et qu'ils ont pu avoir cette fidélité, cette... solidarité qu'on leur a connue récemment, avoir 3 ou 4 maires de plus, ça n'aurait leur pas permis d'avoir plus de candidatures de l'opposition. La frilosité que j'observe au niveau des démocrates aujourd'hui me laisse penser que les 28 députés, c'est vrai, ils sont présentés comme des héros, les parrains là sont présentés comme des héros, mais chaque jour qui passe, on a comme le sentiment qu'ils peuvent se réveiller demain avec des difficultés. Parce que le président Boni Yahi s'est clairement exprimé là-dessus et a dit que chaque jour qui passe, on fait ce qu'il faut
Pour assurer que la désignation du duo sera consensuelle, non pas que les parrains vont se volatiliser. Ah oui, parce qu'il il dit de prier pour les parrains, pour qu'ils continuent de rester fidèles au moins jusqu'à la date du 14. À cause de la pression. C'est ça. Donc, ça veut dire que les 28 parrains, c'est vrai, ils sont là, mais... Oui, mais les textes sont clairs, non? Un parrain ne peut pas aller parrainer un candidat que le parti n'a pas désigné. C'est d'ailleurs pour cela que, aussitôt passé à la Sénat, le premier rendez-vous, c'est le siège du parti où on va remettre gentiment et tranquillement le parrainage. Oui, mais si c'était aussi assuré, si les démocrates étaient aussi tranquilles, ils n'auraient pas pris toutes les précautions là pour obliger les parrains à aller immédiatement déposer les parrainages. Donc, si on met les parrainages sous contrôle, c'est parce qu'on n'a pas tout à fait confiance que les parrains puissent rester jusqu'à terme. Et c'est pour ça que je vous dis que avoir les parrains que représentent les FCBE, ce n'était pas tout à fait inutile. Ça les aurait confortés aujourd'hui dans une certaine position, avec une certaine aisance. Ils auraient assuré à tout le monde qu'ils iraient aux élections. Là, ils le disent, mais j'ai l'impression qu'il y a la peur au ventre tous les jours parce que c'est de bonne guerre qu'il y ait des manœuvres pour qu'ils se retrouvent en difficulté. C'est de bonne guerre. Donc, moi, je considère que FCBE ne devait pas échapper aux démocrates. Qu'ils les laissent partir n'est pas à leur actif. Maintenant qu'ils sont partis et maintenant que les démocrates, en tout cas, ont leur 28 parrainages, quel pourrait être le destin du FCBE dans ce grand océan, dans ce vaste océan de la mouvance, qu'il lui arrive soit d'avoir les 10%, de ne pas avoir les 10% en prochaine S'ils ont les consultation. 10%, ils vont s'asseoir à la table de négociation. Pour renégocier. Oui. Et ça veut dire qu'ils constituent une véritable force. Bon, mais s'ils n'ont pas les 10%, ils doivent se préparer à disparaître. Tranquillement. Oui. Est-ce que ça ne donne pas l'impression quelque part qu'on se mobilise contre les démocrates? Parce que vous voyez, tous les partis, hein, pratiquement, bon, on attend le parti MPL de Expérience TB, il n'a pas encore dit qu'il veut faire coalition, etc. On ne connaît pas sa destination. On ne connaît pas encore sa destination, mais en tout cas, quand on écoute un peu les raisonnements, les philosophies, etc., on a bien l'impression que tôt ou tard, ça va arriver. Est-ce que on n'a pas l'impression que tout se mobilise contre les démocrates, là? Oui, c'est l'impression qu'on a. Parce que les démocrates ne font rien pour que ça se mobilise autour d'eux. Et c'est de ça que je vous parle. Moi, je n'ai pas le sentiment que les démocrates fassent tout ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient venir sur la place publique. Je ne sais pas. Ils ont créé un cadre Oui. de concertation. C'est un cadre. Et à mon sens, c'était une avancée importante. Oui. Parce que je me suis dit, ils ont compris qu'il faut ratisser large et qu'il faut mettre tout le monde dans la barque. Bon, mais maintenant, du cadre de concertation, on voit partir encore des gens. Et ça, à l'approche des élections, ça veut dire que quelque chose est en train d'être mal ficelé. C'est de bonne guerre qu'en face, on fasse tout pour que les démocrates se retrouvent esselés. C'est de bonne guerre. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence que ce n'est pas parce que tous les grands partis sont ensemble qu'on est assuré de gagner les élections. En 2016, En 2016, il n'y avait pas de grand parti autour de Patrice Talon, et pourtant, c'est lui qui avait gagné les élections. Donc, oui, ces alliances de circonstances sont importantes, mais ça ne détermine pas non plus que ceux qui le font ont la victoire. Et finalement, les démocrates, c'est le seul parti de l'opposition. Hein. Ah, manifestement. En tout cas, le seul parti qui a une certaine visibilité. Parce qu'autour, il y a, je pense, quelques petits partis satellites, mais qui sont véritablement dans le parti de l'ombre. Oui, Antoine voilà. Guédou. Oui. Donc, il y a quelques personnalités à l'intérieur de ces partis-là qui sont assez connues, qui peuvent valoir quelque chose, mais ces personnalités, justement, sont à l'intérieur de partis qui sont totalement inconnus au bataillon, je vais dire même absents du terrain politique. Et donc, peut-être que c'est à travers le cadre de concertation que ces personnalités vont pouvoir se retrouver avec les démocrates pour les élections. Mais sinon, c'est les démocrates tout seuls, pour l'instant, qu'on voit vent debout contre une mouvance présidentielle qui continue de ratisser. Et finalement, les démocrates dont on parle, qui se plaignent aussi, et là je change de sujet, se plaignent justement du processus d'obtention du quitus fiscal. Ce n'est pas une première fois. Et ce ne sera certainement pas la dernière fois, parce que c'est aussi le rôle de l'opposition de se plaindre. Et quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelque chose dont l'opposition se plaindra. Bon,
On a déjà par le passé enregistré une plainte, même à l'international, par rapport à la liste électorale. Aujourd'hui, plus personne n'en parle parce qu'à la fin, les choses se sont arrangées toutes seules pratiquement. Aujourd'hui, on n'a plus de crainte véritablement par rapport au fait que la liste électorale sera tronquée. Donc une meilleure démarche pour mettre tout le monde à l'aise par rapport justement à la qualité, je dois dire, du fichier électoral. C'est une très bonne démarche. La démarche n'a pas consisté... De laisser prospérer le doute, les suspicions, etc. Oui, mais c'est ceux qui avaient des doutes qui avaient émis des doutes. Oui. Mais le fait qu'ils soient rassurés aujourd'hui n'apporte rien. Ça fait avancer la démocratie. Ça n'apporte et la rien au qualité débat. de l'organisation électorale. En tout cas, aujourd'hui, il est de notoriété publique. Et il est même de notoriété internationale que la liste que nous avons au Bénin est une liste parfaitement fiable. Et même, on est allé plus loin. Aujourd'hui, on a comme l'assurance que chaque électeur peut choisir son bureau de vote. Et ça, c'est une avancée significative. Je crois qu'on n'en parle pas suffisamment. Parce que la dernière fois, ça a été un grief important. Ça a été un massacre. Un massacre, parce que les gens se sont retrouvés dans des bureaux. Chez eux, et il y en a qui n'ont pas pu voter tout simplement parce que leur bureau était à des kilomètres de chez eux. Il y en a même qui ne retrouvaient même pas leur bureau de vote. Aujourd'hui, tout le monde peut, à plusieurs mois des élections, consulter tranquillement son bureau de vote et, en cas de besoin, changer soi-même et se positionner où on veut pour que... Et on peut même choisir une résidence secondaire. Oui. C'est très important tout ça. Moi, je pense que c'est vrai, les démocrates à l'époque avaient tiré sur la sonnette d'alarme. Ça a permis qu'aujourd'hui, tout le monde soit rassuré sur le fait que de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Donc, on peut considérer aussi qu'en faisant la même chose du point de vue du quitus fiscal, le fait que ce soit en ligne et que a priori, quand c'est en ligne, on essaye de limiter les dégâts par rapport à la nuisance humaine. On peut considérer que de ce côté-là aussi, on aura un bon déroulement, de la délivrance du moins des quitus. Sauf que il ne s'agit pas de dénoncer pour dénoncer. Il faut aussi se préparer à être en règle. Et pour ça, en réalité, on n'a pas besoin d'une durée très longue. Vous pouvez faire votre demande en ligne, même à quelques jours, si vous êtes sûr d'être parfaitement en règle. Donc, parce que je dis ça parce que certains ont dit on a tardé à ouvrir. Oui, parce qu'il peut y avoir des bugs à cause justement de la faute de sollicitation. Il ne faut pas seulement voir la présidentielle, où quand même le nombre de candidatures est bien limité. On ne peut pas dépasser justement ce nombre. Mais là où ça va être compliqué, c'est surtout avec les législatives et les communales, où le nombre de candidatures sont est quand même vraiment énorme, très élevé. Donc les sollicitations peuvent entraîner des bugs. Et justement, ça peut faire que certains soient en retard d'obtenir leurs quitus fiscaux. Bon, ça ce sont des suppositions. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. L'essentiel est que les démocrates aient dit ce qu'ils avaient à dire, que tout le monde ait entendu et qu'en face, on ait également pris des dispositions pour que les personnes ne viennent dire demain qu'il a eu des difficultés à payer et à avoir son quitus fiscal. Est-ce que ça peut expliquer d'une manière ou d'une autre, en tout cas, que les démocrates tardent encore à déterminer clairement qui sera leur candidat? Ah non, ça, c'est à l'interne qu'il faut savoir ce qui se passe et je ne suis pas très informé de ce qui se passe à l'interne. J'observe tout simplement. On analyse, on est en train de voir quels sont les actes que chacun pose et en fonction de quoi chacun pose son acte. J'observe tout simplement que les démocrates auraient pu donner la preuve que c'était une erreur de la part de la mouvance présidentielle de vouloir attendre 6 mois des élections pour désigner son candidat. Ils auraient pu avoir plutôt leur candidat, dérouler un véritable plan de stratégie pour nous montrer comment ils occupent le terrain et avec quels arguments ils occupent le terrain. Aujourd'hui, nous n'avons même pas les candidats et nous ne savons même pas si ces candidats se sont préparés à être des présidents de la République. Peut-être que c'est des gens qu'on ira sortir en disant, bon, puisqu'on ne trouve personne, est-ce qu'on ne va pas te prendre toi? Parce que quand c'est évident pour tout le monde, il y a quand même des noms qui circulent et on sait d'avance que
il y a des incontournables. Oui, mais les deux circulent au sein du parti. On sait qu'il y a des incontournables. On a des profils, tout comme d'ailleurs on en a eu au niveau de la mouvance, on a des profils aujourd'hui qui sont agités et qui relativement, en tout cas, étaient fidèles à la ligne du parti. Un certain Eric Rondeté, un certain Nourenou Atchadé, un certain Biassaoui, qu'on veut coopter, il paraît. On a beaucoup de bruit de ce côté-là aussi. Un certain Nourdine Sakassalé. On a même vu l'ancienne directrice de cabinet du président Kérékou, a su des images données, etc. Donc, il y a quand même des profils qui sont agités, ils ne sont pas tranquilles. Je pense qu'il y a plus d'individualité que de personnes qui ont travaillé de façon cohérente au sein du parti. En dehors d'Éric Rondeté et de Nourine Machadé, la plupart des autres noms qui sont cités sont des personnes qui, de tout temps, ont travaillé avec une certaine liberté et qui ont su s'imposer, d'ailleurs, par le fait que lorsque tout le monde se taisait, eux, ils prenaient le risque de parler. C'est le cas de Nourdine Sakassalé, par exemple, qui ne peut pas dire que s'il est candidat demain, le projet de société qu'il va défendre est celui qu'il connaît déjà aujourd'hui et qu'il est en mesure de nous montrer. Parce qu'à l'intérieur du parti, il y a longtemps que sa collaboration par rapport à des grands dossiers n'est plus une chose courante. On le voit partir, disparaître, revenir, disparaître. Bon, je pense que de ce point de vue, Mme Célestine Zanou, pareil, on ne peut pas dire qu'elle est tout à fait régulière au sein des démocrates. C'est une intermittente aussi, oui, mais qui éventuellement peut être cooptée. Dans la mouvance aussi, on a eu des distances comme ça qui ont finalement conduit à la désignation de Romuald Wada. Ce n'était pas l'omniprésence dans les actions et les décisions politiques au sein des partis qui a décidé de son choix, par exemple. Donc, on peut comprendre aussi au niveau de la mouvance présidentielle, aussi grande qu'elle soit, parce que c'est une grande famille, il y a deux grands partis politiques, il n'y avait pas de candidat qui soit détaché véritablement du parti, soit de l'UPR, soit du BR. Ah oui? C'est des personnalités ceux dont les noms circulaient et qui étaient plus crédibles que les autres, c'était des personnalités qui étaient au sein des partis et donc qui, de façon cohérente, ont pu concocter quelque chose avec les autres membres du parti. Ici, nous avons Éric Rondeté et Nourenou Atchadé qui sont constants. On fait semblant d'oublier, hein, pas fait semblant. On oublie un certain Kamara Sangari quand même qui aussi a été, mettons, plus ou moins actif au nom du parti. Et je pense que si on cherche encore dans le parti Les Démocrates, on trouvera d'autres personnes qui sont plus ou moins dans le... Alors, si c'était aussi évident, on se demanderait, comme vous et moi sur ce plateau aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la fumée blanche depuis longtemps? Qu'est-ce qui peut bloquer la désignation d'un duo? Peut-être un calendrier. Un calendrier choisi. C'est possible. Oui. C'est possible. Et je pense que si ce calendrier existait, personne n'aurait fait grief à la mouvance présidentielle de vouloir attendre 6 mois pour désigner, parce que ça a été un procès public. Pas celui du Parti Les Démocrates. Le Parti des démocrates n'a jamais réclamé la candidature de qui que ce soit à quelque date que ce soit. C'est l'opinion publique qui était souvent embarquée dans les kermesses, etc., à 1 an, 2 ans des élections, qui réclamait une ambiance politique qui rappelle son passé. Mais il y avait une critique aussi. Parmi les membres de l'opposition, il y en avait qui critiquaient aussi le fait que le président de la République veuille peser de tout son poids sur une mouvance présidentielle pour paralyser tout le monde et obliger tout le monde à rester dans une camisole de force jusqu'à 6 mois des élections. On trouvait ça un peu... bon, ici, chez les démocrates, on n'a pas décrété ça, on n'a pas décidé ça, personne n'a décidé ça, mais on observe que ce n'est pas tout à fait différent. Parce que les candidats en question ne sont même pas capables, même les personnes qu'on cite en référence comme étant possiblement désignables, ne sont pas capables aujourd'hui sur la place publique de dire « je suis candidat ». Personne ne peut le dire parmi les démocrates. Personne. C'est un silence qu'on ne comprend pas. C'est une omerta même, si vous voulez, parce que Éric Rondeté, nous supposons tous qu'il est possible qu'il soit le candidat des démocrates. Nous supposons que Nourenou Atchadé puisse l'être, mais aucun d'eux n'a le courage sur la place publique de dire... Pas le courage, ils ont peut-être le calendrier. De dire, je ne serai pas... Nourdine Sakassalé le dit partout, à qui veut l'entendre. Mais il est le seul. En dehors de lui, plus personne n'ose. Chacun fait son choix. Il y a un problème. Et je pense que ce que les opposants reprochent à ceux de la mouvance présidentielle, au pouvoir en place, en fait, je pense qu'ils le font en pire. Parce que on ne comprend pas.
Personne ne peut dire « je suis candidat à la présidentielle ». Et il y a un problème. En 2023, beaucoup, en tout cas au niveau du parti LD, ont voulu être candidats. D'ailleurs, même, ils se sont beaucoup manifestés, ils se sont déchirés autour, en oubliant un peu le rendez-vous du quitus fiscal. À l'arrivée, beaucoup ont été bloqués. D'ailleurs, même ça s'est passé aussi en 2021, où certains aussi avaient été bloqués justement par rapport à cette affaire de quitus fiscal. Est-ce que ce n'est pas plus stratégique que d'attendre que ceux qui ont envie d'être candidats soient sûrs d'avoir le parchemin en main, quitte maintenant à ouvrir la compétition? Mais le quitus fiscal s'obtient à partir de quoi? À partir de l'impôt, c'est-à-dire à partir de ce que vous devez. Oui. Si vous avez, en toute honnêteté, fait le point de ce que vous devez, vous ne devriez pas avoir véritablement de problème. Avoir le quitus. À moins que vous puissiez exhiber la preuve que vous n'avez pas triché, que vous avez été honnête dans les déclarations que vous avez faites et que vous l'avez fait à temps, sans pour autant avoir le quitus au moment où vous en aviez besoin. Donc, je pense que tous ceux qui sont candidats aujourd'hui savent. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont découvert qu'on a pu s'informer de tous les biens qu'ils avaient. Ils pensaient que l'administration n'était pas au courant. Et c'est au moment d'obtenir le quitus qu'ils ont vu sur le listing que tous les biens qu'ils avaient été répertoriés et ils se sont retrouvés en difficulté parce qu'ils n'avaient pas prévu. Tout comme certains aussi sont venus sur la place publique pour dire qu'ils ont été surpris qu'on leur donne des titres de propriété. Effectivement, qui ne sont pas. Oui. Qui les a d'ailleurs bloqués pour avoir le quitus, alors que les propriétés ne leur appartenaient pas. Donc il y a bien des quiétudes autour justement de la sortie. Je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas attendre plusieurs années sans payer les impôts et venir à quelques semaines d'une élection, demander le quitus fiscal. Le quitus doit se demander en permanence. Parce que quand vous êtes dans une activité, le quitus fiscal est une pièce qu'on vous demande tout le temps. Donc, il n'y a aucune raison que quelqu'un qui va à une élection n'ait pas déjà eu un quitus dans les mois qui sont passés là, au cours de l'année 2024, au cours de l'année 2025. Donc, le quitus, ce n'est pas une pièce qu'on obtient un peu comme une carte d'identité tous les 5 ans. C'est un instrument de travail et lorsque vous êtes dans certaines activités, vous devez avoir un quitus fiscal à tout moment parce que l'administration vous le réclame. Donc, moi, je trouve un peu curieux que les gens agissent un peu comme si, par rapport au fisc, ils ne demandent rien et attendent juste de payer les impôts pour régulariser une situation parce qu'ils vont à une élection législative ou présidentielle. Et c'est ça que je trouve un peu dommage parce que la citoyenneté en prend un coup. Il n'y a pas d'honnêteté là-dedans. Donc, moi, je considère qu'une personnalité qui est dans les activités qui nécessitent la demande de temps en temps d'un quitus fiscal et qui ne le font pas, ils sont un peu dans la tricherie. C'est normal qu'à la fin, ils soient surpris lorsque on leur sort des biens qui ne leur appartiennent pas. Allez, on va changer de sujet, on va aller à notre troisième sujet, la désignation de Mariam Chabi Talata pour être la colistière de Romuald Wadagne, le candidat désigné de la mouvance. Ça se susurra depuis d'ailleurs la révélation du nom de Romuald Wadagne. Officiellement, c'est confirmé, en tout cas depuis ce mercredi soir. Le bloc républicain qui d'ailleurs l'a fait savoir. Mariam Chabi Talata, mais l'actuelle vice-présidente du Bénin, qui a d'ailleurs été colistière de Patrice Talon, va remettre la carte pour la compétition électorale d'avril prochain. C'est un choix pertinent, ça? Les hommes politiques vous diront oui. Ah oui? Ils vous diront oui parce que Mme Talata coche un certain nombre de cases, à savoir que, par exemple, déjà c'est une femme, c'est important. Ah oui? C'est important. En quoi est-ce que c'est une femme? Une compétition électorale, ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. On ne peut pas genrer et puis dire, bon voilà. Mais on ne peut pas être déçu parce que c'est une femme. On ne peut que dire bravo quand c'est une femme. Donc, déjà, c'est une femme. Ensuite, vous savez, on a pris une loi dans ce pays pour favoriser l'émergence des femmes dans la politique. Ça veut dire que nous avons besoin que les femmes soient au devant de la scène. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est déjà quelque chose de bien. Ensuite, elle a déjà l'expérience de la vice-présidence. Et à compétence égale, l'expérience fait toujours une petite différence. Quand on dit expérience, bon, non pas pour mettons,
réduire le poste. Quand on dit expérience, à quoi a servi la vice-présidence pendant ces 5 dernières années? Fondamentalement, en dehors de représenter le chef de l'État à des rencontres internationales, où on fait un discours pour dire, bon, le chef de l'État est dans cette logique politique, nous souhaitons que... En dehors de ça... Les tests n'ont pas prévu que ça serve à autre chose. Ah. Donc, à partir d'expérience, il n'y a pas en tant que telle expérience. Il faut avoir fait quelque chose avec un contenu palpable, réel. Elle a plusieurs fois représenté le chef de l'État. Il ne faut pas oublier que c'est quand même la chancelière. Oui. Et bon, donc, elle n'a pas fait que se tourner les pouces à ce poste. Je pense qu'elle a contribué d'une certaine façon à faire avancer les choses dans certains domaines. En dehors de ça, il faut aussi noter que dans l'équilibre régional qu'on doit aussi essayer de rechercher dans tous les positionnements, elle a l'avantage d'appartenir à une région du pays qui est opposée à la région du candidat désigné. Mais c'est souvent le dernier souci de Patrice Talon, en tout cas dans ses choix politiques, et notamment pour ses collaborateurs, etc. Et il a trop souvent clamé pour qu'on s'y attende en tant que tel. Enfin, pour qu'on en fasse un élément fondamental du choix de Mariam Chabi Talata. Peut-être que ce n'était pas un élément fondamental, mais il se trouve que c'est un élément évoqué. C'est un élément qu'on peut considérer comme positif. Et puis, bon, moi je dis, elle a un certain âge et peut-être que cette expérience de la vie peut aussi servir dans les conseils qu'elle peut donner au président de la République, parce qu'il n'est pas dit que le président gouverne sans jamais consulter la vice-présidente. Même si les tests ne disent pas formellement que les deux doivent se parler, je pense qu'il est certainement utile que le président parle de temps en temps avec la vice-présidente. Et peut-être que Patrice Talon le fait, nous on ne le sait pas. Bon, donc, la consulter souvent? C'est possible. Si elle n'a jamais été dans la fonction et que véritablement, d'ailleurs, on ne va pas minimiser un peu son parcours politique, hein, ce n'est pas la grande militante aux grandes expériences politiques qui a traversé des décennies, mettons, de la vie politique nationale. Non. Donc, ce n'est pas... qu'est-ce qu'elle peut inspirer au plan politique à quelqu'un qui est dans la fonction de la magistrature suprême? Pas forcément politique, parce que c'est quand même une universitaire. Oui. C'est une dame qui en a dans la tête et qui appartenait quand même à un parti politique. Donc ça veut dire que c'était une militante. Depuis quand, je n'en sais rien. Mais elle était membre de l'UPR avant même de devenir vice-présidente. Elle était même à l'Assemblée nationale. Elle était à l'Assemblée nationale, donc, oui. Quelque part, elle a... suppléante d'un certain Sakalafia, voilà. Si mes souvenirs sont précis. C'est une personne qui donc a mis le pied à l'étrier en matière politique et qui n'est pas tout à fait novice en la matière. Bon, donc l'expérience de vie peut conduire tout ça à devenir un véritable atout pour une personne qui est choisie pour suppléer le président de la République. Et puis, ce n'est peut-être pas l'une des raisons qui paraissent évidentes. Il y a peut-être le fait que c'est une personne qui est rangée et qui n'a pas une ambition débordante d'occuper le fauteuil présidentiel. Parce que notre pays est un pays très spirituel et c'est une donne dont certaines personnes n'arrivent pas à se départir à un certain niveau. Si vous choisissez un vice-président qui n'a pour ambition que de vous remplacer, ça peut constituer un problème. Or, Mme Talata, me semble-t-il, est très bien installée dans son fauteuil et ne demande qu'à s'en contenter. Bon, peut-être parce que Patrice Talon était à son deuxième et dernier mandat et ça lui a pas laissé le temps. Vous pensez qu'elle aurait envie de remplacer Robert Wada ici éventuellement? Pourquoi pas? C'est de son droit si elle a rempli les conditions et qu'elle a envie de devenir présidente. Je vois assez de modération et de tempérance en elle et je pense que ça a effectivement pesé dans la balance. Mais ces derniers jours, ce n'est pas en tout cas le meilleur défenseur de l'action politique de la mouvance, parce que ces sorties ont provoqué beaucoup de tollé et on se disait que ça pourrait avoir un coup sur sa nomination. Oui, parce qu'on a comme l'impression que parfois elle en fait trop et qu'elle va un peu dans la maladresse. Mais bon, ce sont des coups politiques qu'on peut toujours rattraper. La preuve, c'est que si elle est désignée, c'est qu'au sein des partis, des deux grands partis de l'opposition, de la mouvance présidentielle, on n'est pas gêné par
par sa nomination en tant que colistière de Romuald Wadagni. Donc, elle n'a pas complètement grillé ses cartouches, elle a gardé l'essentiel, elle a préservé l'essentiel, et je pense que c'est ça qui lui vaut aujourd'hui d'être là où elle est. Elle a appris aussi, par expérience, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'elle connaît sur le dossier AME, je ne sais pas si vraiment elle a appris de ses expériences, parce que on lui est tombé dessus à bras raccourcis. Et ça ne peut pas ne pas avoir produit des effets. Donc je pense qu'elle a dû apprendre de tout ça, et elle saura désormais calibrer ses sorties. Elle est restée distante un peu avec la scène politique et publique pendant sa mandature. Ce n'est pas en tout cas la femme hyperactive et sur les écrans, au micro tout le temps. Elle est toujours investie un peu, je dois dire, dans son quotidien de vice-présidente. Elle va rester calme comme ça? Je pense que c'est ce qui est souhaitable pour une vice-présidente. Ah oui? Parce que c'est exprès que le législateur a souhaité éteindre le feu sur elle, oui, enfin, sur le poste. Sur le poste, pour que, éventuellement, l'exubérance d'un vice-président ne vienne pas constituer la gêne sur la place publique de l'action du président de la République. Parce que il suffit qu'un vice-président commence à se donner des airs de co-président ou de suppléant du président de la République en faisant des déclarations ou de deuxième président. Ça peut créer la gêne et ça peut obliger le président de la République à frapper du poing sur la table. Et je pense que la posture de Mme Talata montre bien qu'elle a parfaitement internalisé le rôle que la Constitution lui donne. Et elle nous vient de l'EPR, l'Union progressiste, le renouveau. Et qu'il a désigné d'ailleurs depuis plusieurs semaines, oui. Mais il fallait qu'elle soit adoubée par le BR, et c'est ce qui a été fait il y a quelques heures. Donc, le BR aurait pu se dire, bon, ben, si on choisit un à l'UPR, on en choisit un au BR, mais lorsque le profil de la personne qu'on propose vous met tous d'accord, et que vous n'avez pas véritablement... C'est comme dire qu'il n'y a personne au BR alors qu'il y a des ambitions. C'est comme on l'a évoqué par le passé. Tout comme le candidat de mouvance pouvait provenir du BR parce qu'ils ont des profils, oui. On aurait pu s'attendre aussi à ce que justement la colistière ou le colistier viennent du bloc républicain. Mais il faut aussi, à un moment ou à un autre, avancer en faisant un choix. Et je pense que le BR s'est réuni et a étudié la question. Donc, a convenu de ce que les atouts de Mme Talata, aujourd'hui, la désignent comme la meilleure colistière. Ben, on a l'impression que le BR est toujours l'âne de la mouvance. Ça, c'est le sentiment que vous pouvez avoir, mais non, moi, je ne pense pas que ça. J'ai même lu quelqu'un aujourd'hui du bloc républicain qui disait que c'était le plus grand parti de la République, même s'il n'en donne pas le sentiment a priori. Le BR n'est pas petit. Et je pense que le BR, à aucun moment, ne s'est senti vraiment petit. Et dans les négociations, et vu la façon dont tout s'est déroulé, personne non plus n'a essayé de dévaluer le BR. Ce n'est pas parce qu'ils ont 28 députés et que les autres en ont plus qu'on les a traités un peu comme voilà. Mais je pense qu'il y a eu une certaine considération. Par exemple, dans la désignation de la colistière, on leur a laissé la latitude de se prononcer. Et ils ont eu la latitude de se prononcer. Est-ce que ça va être dommage de manœuvre de dire non, quand on sait que bon, les accords sont passés par là, les consultations sont passées par là, et que les conciliabules aussi derrière le rideau ont permis, en tout cas après la désignation donc, de Romuald Wadagni, de passer à cet autre acte? Moi, je vous le disais au cours de la dernière émission que tout le monde a envie de gagner. Ce n'est pas parce que on secoue le cocotier qu'on est fort, qu'on est gagnant, parce que les noix de coco que vous faites tomber peuvent vous écraser. Donc, il faut en politique savoir gagner. Et savoir gagner, c'est savoir mesurer les rapports de force, c'est savoir orienter ses ambitions et surtout de savoir négocier les partenariats. Mais avec un BR qui, ma foi,
a finalement tout concédé, hein, doit-on le dire comme ça. On pourrait avoir des frustrés qui ne disent pas, enfin, qui n'en disent rien de ce qu'ils ressentent fondamentalement. Et ça peut être un handicap aussi sur le terrain, parce que sur le terrain aussi, il y a la carte là qu'il faut faire jouer, la carte de l'appartenance régionale du fils du terroir, qui, ma foi, est un argument qui convainc quelques électeurs aussi. Oui. Et la vice-présidence, une fille du terroir, qui peut convaincre effectivement les personnes du Septentrion, comme Romuald Wadagni est de la région méridionale, et peut convaincre également les électeurs. Bon, donc je pense que dans cet équilibre, chacun peut tirer sa carte du jeu. L'essentiel, c'est ce qui va se passer après. En fait, ce n'est pas aujourd'hui. L'essentiel, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui va se passer après. Et cet après est tellement complexe qu'aujourd'hui, personne ne peut se bomber la poitrine et dire... Comment ça? C'est pas si complexe. On sait que, bon, les plus grands vont gagner, les plus petits ne vont pas gagner, et puis après, les plus grands vont écraser les petits, et on va passer à autre chose. Nous parlons de l'UPR et du BR, qui auront à gérer le pouvoir ensemble si jamais Romuald Wadagni était élu. Et ça ne sera pas tout à fait dans la configuration que nous avons aujourd'hui. Il se pourrait bien que ce soit par une fusion, il se ferait bien que ce soit l'un des deux partis qui finissent par décider d'être dans l'opposition. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous ne voyons pas aujourd'hui, mais c'est l'avenir qui le dira. Et je pense que les politiciens avertis qui sont au BR et à l'UPR tiennent compte de tout cela. On espère en tout cas. Mais quand on voit, je dois dire, comment ça se mène, en tout cas les débats actuellement, on a bien l'impression que on n'est plus dans la coalition autour de la mouvance, on est dans une sorte de coalition autour de l'UPR. C'est désormais l'UPR qui tient les rênes du débat. Non, c'est une coalition autour de Romuald Wadagni. Ah oui? En fait, c'est ça. Sinon que tout va vers le BR. Hein. Quand on voit le BR d'ailleurs, qui a tout concédé à la limite pour dire, bon, ok, nous validons, Romuald Wadagni. En fait, il n'y a que la désignation des candidats qui vous donne le sentiment que l'UPR est privilégié. Parce qu'en dehors de ça... Bien au-delà de ça. On n'a pas vu, par exemple, un parti de la mouvance aller vers un BR pour un accord, mettons, de gouvernance ou un accord politique. Vous voyez, par exemple, Mouel Bénin, qui a quand même discuté avec l'UPR, plutôt que d'autres partis de la mouvance. Il y en a suffisamment pour qu'on ne voie pas tout le temps l'UPR au devant. Donc on a bien l'impression que la coalition, c'est autour de l'UPR et non une coalition de la mouvance. L'UPR est un parti qui a un certain nombre de députés et qui, de ce fait, se positionne comme le parti le plus important du pays. Eh bien, c'est normal que quand on veut faire des négociations, on aille d'abord vers celui qui, manifestement, a plus d'atouts sur le terrain. Même si ces atouts peuvent être revus après une élection présidentielle. Pour l'instant, et compte tenu de la configuration qu'il y a à l'Assemblée nationale, c'est l'UPR qui est le premier parti vers lequel on va lorsqu'on a envie de faire des négociations. Et puis, ça n'interdit pas non plus d'aller au BR après. Moi, je pense que tous ceux dont vous parlez là sont aussi allés discuter avec les gens du BR. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un attelage UPR-BR qui ne dit pas qu'il y a UPR devant et BR derrière. Ce sont deux partis qui ont un accord qui les met sur le même pied d'égalité et qui ensemble ont accueilli ensuite FCBE et peut-être que d'autres viendront ensuite. Et donc Mouel Bénin aussi. Bon, Mouel Bénin serait en chemin aussi. Et Renaissance nationale aussi, pourquoi pas. Je ne les vois pas très bien aller autrement que... Faire le chemin inverse. Faire le chemin inverse, je ne les vois pas. De FCBE. Je ne les vois pas faire comme FCBE, qui est un parti déclaré de l'opposition et qui se retrouve c'est une question, en tout cas. Question d'opportunisme, on va dire. Qu'est-ce que le BR peut avoir pu obtenir comme promesse pour être autant, je ne sais pas si c'est être large, mais pour être autant aussi engagé autour, justement, je dois dire, du chemin ouvert par l'Union progressiste de l'Oronbo. C'est quand même curieux. Parce que le BR veut gagner. C'est tout. Le BR veut gagner quoi quand ces éléments ne sont pas positionnés? Le BR veut gagner quoi quand ce n'est pas ces militants qui sont au devant de la lumière, quand ce n'est pas justement ces éléments, ces leaders qui sont, qui prennent la place. Vous n'êtes que dans le cadre de la désignation du duo de la présidence. Oui. Parce qu'en dehors de ce duo, il n'y a personne qui a été désigné de façon à léser le BR.
C'est quoi alors le contenu des accords de partenariat politique? Le contenu des accords de partenariat politique, c'est de choisir les deux personnes qui sont les plus représentatives. L'accord ne peut pas dire que nécessairement il faut que l'un vienne du l'UPR et l'autre du BR. Ah oui. On choisit les deux personnes les plus représentatives. À partir du moment où nous sommes mis ensemble, nous choisissons les deux personnes qui nous paraissent les plus représentatives. En tout cas, qui ratissent large parmi nous. Parce qu'il faut quand même qu'à l'intérieur des partis, il y ait une majorité qui se prononce pour. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un viendrait du BR que cette personne aurait, comment dire, une approbation plus importante que celle que Mme Talata a pu avoir, par exemple, en tant que colistière de Romuald Wardani. C'est pourquoi je vous dis que le BR a eu le temps, depuis que la désignation a été faite par l'UPR, le BR a eu le temps d'étudier la question, de peser le pour et le contre, et de décider en toute liberté que Mme Talata faisait l'affaire. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner. Ça nous permet d'évoluer dans ce débat et d'observer les deux profils côte à côte pour voir un peu le chemin qui les attend. Comment voyez-vous cet attelage-là, Wardani Talata? Bon, ben, je vois ça comme un attelage qui a l'avantage de ratisser au-delà de la mouvance présidentielle. Et ça, c'est très important. Oui. Parce que, moi, vous savez, par rapport au procès qui est fait au régime de Patrice Talon et avec ses réformes, on s'attendait à ce qu'il y ait une certaine résistance à apprécier le successeur qui serait désigné au sein de la mouvance présidentielle. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et lorsqu'en face, j'observe que l'opposition n'a pas encore pu désigner son duo, c'est révélateur du fait que la désignation n'était pas une chose facile. Dans un groupe comme ça, une désignation n'est pas une chose facile, parce qu'il y a beaucoup d'ambition et que nous n'avons pas l'habitude des primaires. Et que si vous introduisez des primaires, la situation peut vous échapper complètement. Parce que vous pouvez aller désigner, parce que la majorité l'aurait choisi, une personne qui n'est pas aussi représentative que vous l'auriez souhaité. Donc, il faut faire des négociations en coulisses, il faut faire des négociations en petits clubs, en petits groupes, et traduire dans la volonté populaire ce que peut-être un petit noyau qui a étudié la question à fond a pu décider. Ce n'est pas une chose facile. C'est pourquoi quand j'observe de l'autre côté, je vois les gens de l'opposition en train de souffrir un peu dans cet exercice-là, parce que c'est d'autant plus difficile que le parti qui se réclame du peuple et qui, en théorie, a les faveurs du peuple, comme ils se disent eux-mêmes, a beaucoup de mal à dégager des candidatures en son sein, parce que normalement, il devait y avoir des ralliements, même de ceux de l'étranger, de ceux de la diaspora, des têtes bien faites, venues de partout dans le monde, pour appuyer et dire, nous voulons vous aider à gagner. Nous sommes dans l'équipe gagnante. Mais au lieu de ça, ce sont les mêmes personnes qui, depuis le début, ont décidé de faire de l'opposition, qui, désespérément, sont seuls et qui essayent tant bien que mal de faire ce qu'il y a à faire, mais avec un peu de peine, me semble-t-il. Moi, j'aurais bien voulu que le candidat de l'opposition soit désigné avec une certaine célérité pour donner le temps à ce candidat-là, vraiment, de nous épater. Parce que là, j'ai l'impression qu'on va nous sortir quelqu'un, mais peut-être que cette personne n'est pas tout à fait préparée à accomplir la fonction présidentielle et aura en face un candidat de la mouvance qui, lui, s'est véritablement préparé pendant les 10 dernières années. Le profil, Wardani Talata, comment le voyez-vous? C'est pourquoi je vous le disais tantôt, moi, je vois, il y a le jeune technocrate et il y a l'ancienne politicienne, on va dire. Ça ne peut être qu'un bon attelage. Ça ne peut être qu'un bon attelage. Moi, je pense que c'est... on aurait pris deux personnes de la même tranche d'âge que je n'aurais pas été aussi impressionné. Pourquoi? Pourquoi? Parce que des jeunes, il peut y avoir de la mouvance
que ce soit du BIA ou de l'UPR, une femme jeune, dynamique, engagée, prête à s'effacer, comme Mariam Chabi Talata, qui est très engagée, qui a peut-être même été députée, ministre, etc. Il y en a certainement dans ce profil-là qui connaît le terrain politique, qui connaît le langage politique, qui connaît l'engagement politique, qui connaît comment est-ce qu'il faut se comporter en public, etc., comment prendre la parole, un peu plus même que la vice-présidente. Ça aurait fait un peu plus clinquant, un peu plus jeune, un peu plus fringant et un peu plus actuel. La particularité de la présidence de Patrice Talon pendant ces presque 10 dernières années, c'est de nous avoir montré que les personnes qui ne se sont pas véritablement accomplies dans l'exercice d'une profession, des personnes qui ne se sont pas épanouies dans un travail qu'elles font, un secteur professionnel précis, secteur professionnel précis où ces personnes se font un nom, où il y a une certaine notoriété, n'arrivent pas en politique à donner un résultat satisfaisant. Moi, tous les jeunes qui ont été nommés, qui ont été promus, ont été, pour la plupart, décevants. Regardez bien autour de vous. Ah oui? Bah oui, ils ont été décevants. Quand même des jeunes engagés qui n'ont pas forcément l'expérience professionnelle 10 ans, 20 ans, peut-être, mais qui, quand même, aux côtés de Patrice Talon, ont répondu. Ça dépend de... Romuald Wadani n'a pas 20 ans d'expérience avant d'intégrer le gouvernement Talon. Oui, c'est pour ça que je vous dis qu'il a l'avantage aujourd'hui d'avoir acquis cette expérience. Parce que en 65 ans, de 1960 à 2025, le Bénin a connu 30 ministres des Finances. Wadani est le 30e. Et il n'y a que l'intendant militaire Isidore Amoussou, qui a géré les finances du Bénin de 1974 à 1984, qui peut rivaliser avec lui en termes de longévité au poste. À part lui et Paul Dossou, qui a conduit les finances du Bénin de 1991 à 1996, c'est-à-dire pendant 5 ans, aucun ministre n'a fait plus de 3 ans. 2 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans. 30 ministres. Donc, je considère que d'avoir laissé quelqu'un comme Romuald Wadani exercer cette fonction pendant 10 ans, lui donne un avantage qu'il est difficile, qui sera difficile pour n'importe quel autre jeune de concurrencer. Mais on enlève à cet attelage, en tout cas, son côté politique, son volet politique. Et pourtant, les deux fonctions sont éminemment politiques. Éminemment politiques. Et c'est une fonction adaptative. Parce que Mathieu Kérékou, en prenant le pouvoir, n'avait pas d'assises politiques. Nicéphore Soglo, en arrivant au pouvoir, n'avait pas d'assises politiques. Boni Yahi n'avait pas d'assises politiques. C'est au pouvoir que tous ceux-là ont créé un parti. N'est-ce pas? Patrice Talon a peut-être, dans l'ombre, acquis une certaine maîtrise du terrain politique, mais il a fallu, quand il est au pouvoir, créer des partis qui le soutiennent. Donc, c'est une question d'adaptation. Et je pense que le jour où Romuald Wadani s'installera sur le fauteuil présidentiel, il trouvera les moyens d'être un homme politique redoutable. Il en a la capacité et je pense qu'il fera en sorte d'en être un. Anissé Carlos, merci. Ça m'a plu, merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne soirée à vous.